Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique, un nouveau numéro consacré aux crypto-monnaies. Alors, que signifient les crypto-monnaies? Comment fonctionnent-elles? Sont-elles un outil de souveraineté? Peuvent-elles échapper au désir de contrôle? C'est à toutes ces questions que nous allons tenter de répondre. Mais dès à présent, je vous propose de partager, de commenter et de cliquer sur le pouce en l'air en bas de cette vidéo. C'est parti! Et pour cette émission, je suis accompagnée de deux économistes, accessoirement de Philippe. À ma droite, Philippe Murer. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez travaillé dans la banque, vous avez beaucoup travaillé sur l'euro. Et votre dernier livre, on l'a déjà évoqué sur TV Liberté, Comment réaliser la transition écologique, un défi passionnant. C'était aux éditions Jean-Cyril Godefroy, que l'on peut acheter dès à présent sur la boutique officielle de tvliberté.com. À ma gauche, Philippe Herlin. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes également économiste, docteur en économie. Vous avez également travaillé sur l'euro, mais aussi sur la notion de valeur refuge autour de l'or. Et vous êtes auteur de « J'achète du Bitcoin chez Erol ». Pareil, sur la boutique officielle de TV Liberté, vous pourrez en faire l'acquisition. Alors messieurs, la présidente de la BCE, ancienne patronne du FMI, Christine Lagarde, a déclaré il y a quelques jours que les crypto-monnaies, qu'elle nomme d'ailleurs crypto-actifs, n'étaient pas une monnaie. Et elle en parle comme d'un actif hautement spéculatif. Alors pour commencer, Philippe Herlin, ça a le mérite de poser le débat. Oui, ça me pose le débat. Ça montre que les banques centrales n'aiment pas et ont même un peu peur du Bitcoin parce qu'en fait, elles le voient comme un futur concurrent. Parce qu'on voit dans les pays, alors c'est pas encore à l'échelle de l'euro ou du dollar, mais on voit dans pas mal de pays mal gérés où la monnaie s'effondre, et bien que les crypto-monnaies, notamment le Bitcoin, se mettent à remplacer la monnaie nationale dans les échanges entre les gens, voilà, au Venezuela, au Nigeria, en Argentine aussi, on voit. Donc je crois que Christine Lagarde est consciente de ça, que si elle gère mal l'euro, bah, les Européens basculeront de plus en plus vers le Bitcoin, voilà. Donc c'est pour ça qu'elle veut dire, mais non, c'est pas une monnaie, ça n'a rien à voir. En fait, si, c'est une monnaie. C'est aussi votre point de vue, Philippe Murer. Pardon, je vais y arriver avec les deux Philippe, ça va être compliqué. Alors, une monnaie, déjà, elle doit réunir trois qualités. Elle doit permettre de payer des biens pour les échanges. Elle doit permettre aussi de payer ses impôts et ses dettes. Et elle doit permettre d'épargner, être une réserve de valeur. Alors, le Bitcoin n'est aucun des trois, ou très très partiellement. On peut payer quelques échanges, quelques biens dans quelques boutiques, mais pas partout. En plus, les commerçants n'ont pas du tout intérêt à l'accepter parce que, vu la volatilité, au moment où ils vous vendent votre bien, 10 minutes après, elle peut valoir 2% de plus ou 2-3% de moins, et puis un jour après, 10% de plus ou 10% de moins. Donc, c'est pas une monnaie parce que c'est trop dangereux pour lui de le conserver. Il faudrait immédiatement qu'il le revende dans une monnaie stable. L'autre chose, c'est qu'on ne peut pas payer ses impôts avec. Et Philippe Herlin a raison, les banques centrales n'ont pas du tout envie, je pense, tout en n'osant pas agir contre, mais elles n'ont pas envie que le Bitcoin devienne trop important et toutes les crypto-monnaies. Ça serait un concurrent des monnaies nationales, on pourra en parler. Et puis, dernière chose, est-ce que c'est une réserve de valeur? Non, c'est pas un actif pour épargner, c'est un actif. Alors là, je suis d'accord avec Christine Lagarde, ça arrive très très rarement. Pas coutume. Très très rarement, mais c'est un actif hautement spéculatif, effectivement. Et donc, si vous mettez de l'argent dedans, moi je déconseille à tous les gens d'acheter du Bitcoin parce que, effectivement, ça va probablement monter encore un peu, mais vous ne savez pas quand vous allez sortir, et quand vous allez sortir, vous pouvez diviser par 10 la valeur de votre épargne. Il a triplé le Bitcoin en 3 mois, il pourrait diviser par 3 dans les 3 mois à venir. Je pense, voilà, donc c'est trop risqué et c'est un actif effectivement hautement spéculatif, ce qui n'en fait pas du tout une monnaie. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a un débat, ne serait-ce qu'autour du terme de monnaie. Alors, on pourrait classer la monnaie peut-être selon plusieurs thèmes. Les monnaies étatiques, nationales, qui, selon certains défenseurs, considèrent que c'est le seul mode de souveraineté. Les monnaies supranationales, qui visent à faire de grands échanges bancaires, comme c'est actuellement de plus en plus le cas, comme l'euro, comme le dollar. Des monnaies locales, qui sont peut-être plus confidentielles, j'allais dire. Et ces fameuses crypto-monnaies, qui sont finalement une nouvelle catégorie qui vient d'apparaître. Oui, c'est une monnaie. C'est intéressant de voir quand est apparu le Bitcoin. Il est apparu au moment de la crise de 2008. C'était une idée déjà ancienne parmi les geeks, vraiment, d'avoir une monnaie qui circule sur Internet et qui soit indépendante des États et qui ne dépende pas d'une structure. Parce que c'est ça aussi le coup de génie du Bitcoin, c'est qu'il n'y a pas une banque qui détient le Bitcoin et qui le fait circuler. Non, ça marche parce que c'est une base de données qui est décentralisée, qui est partagée, qui est dupliquée. Donc, donc le papier qui a présenté le fonctionnement
du Bitcoin est sorti en novembre 2008, juste C'est après les fameux paperboard, je crois, voilà, c'est ça. juste après la crise des subprimes, en fait, de 2007-2008 et la faillite de Lehman Brothers le 15 septembre 2008. Et la première transaction en Bitcoin a eu lieu le 3 janvier 2009. Et donc c'était vraiment présenté comme une alternative aux monnaies actuelles et surtout à leur fonctionnement de cette époque-là, c'est-à-dire avec beaucoup de planches à billets. Parce qu'il faut se rappeler que jusqu'en 1971, on était dans le système Bretton Woods et la quantité de monnaie était à peu près liée à celle de l'or. Alors, pas de façon stricte comme au 19e siècle. En fait, le franc n'était pas directement lié à l'or, était lié au dollar, qui lui-même était lié à l'or. Bon. Donc, il pouvait y avoir des dévaluations du franc. Enfin, voilà. Mais globalement, il y avait la contrainte de la quantité d'or et la quantité de monnaie qui devait rester à peu près stable. Et donc, ça évitait aux États de faire énormément de dépenses. Et quand les États-Unis se sont trouvés en déficit, notamment à cause de la guerre du Vietnam et du programme lunaire, Nixon a décidé de sortir de cette contrainte le 15 août 1971 par une déclaration télévisée. Et depuis, la dette des États n'a cessé d'augmenter. Voilà. Et donc, on est encore dans ce système-là. C'était une façon de casser le thermomètre, quelque part. Oui, voilà. Et puis, c'est une façon de faire des déficits. Et depuis, la dette des États n'a cessé d'augmenter. Alors, et aussi la dette privée. Hein. Et donc, le Bitcoin, lui, il apparaît comme une réponse à ça, parce que le Bitcoin, il y a une quantité limitée, il n'y a pas plus de 21 millions, donc c'est un peu comme l'or. On parle un peu d'or numérique, bon, parce que l'or, on en trouve à peu près 2 ou 3 000 tonnes par an, pas plus, quoi, voilà. Donc, il y a un côté, on ne peut pas fabriquer de l'or, on ne peut pas fabriquer du Bitcoin, et c'est une réserve, c'est pour ça que je dis que c'est une réserve de valeur. Alors, même si le cours est très volatile, ça peut sembler contradictoire de dire comment est-ce que quelque chose de très volatile peut être une réserve de valeur. Bon, alors c'est volatile, mais enfin, ce que j'explique aussi, c'est que c'est volatile à la hausse. Hein. Quand on regarde le Bitcoin sur la longue durée, globalement, ça monte. Alors, et il faut investir, il ne faut pas investir pour 6 mois, il faut investir pour plusieurs années, et là vous serez gagnant. La plupart des monnaies qui s'effondrent, comme que ce soit la monnaie du Venezuela ou de l'Argentine, elles sont volatiles à la baisse, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune chance que la monnaie du Venezuela retrouve la valeur qu'elle avait il y a 10 ans. Ça, c'est sûr. Donc, les deux sont volatiles, mais en termes d'investissement, il vaut mieux aller sur le Bitcoin que sur les monnaies mal gérées de certains États ultra déficitaires. Voilà. Donc, le Bitcoin, c'est une réponse à ça. C'est au fait que la monnaie a été complètement dévaluée et est devenue un outil dans la main des États qui font du déficit récurrent. Et voilà, et quelqu'un, donc on ne sait même pas qui c'est, parce que Satoshi Nakamoto, c'est peut-être un nom inventé, pseudonyme, a dit, voilà, moi je vais faire une monnaie qui sera stable, qui ne sera pas manipulable par les États, et on se rend compte qu'elle est de plus en plus utilisée pour des paiements, comme monnaie de refuge, alors évidemment avec les contraintes, mais comme paiement aussi, parce que alors en Europe, ça sert pas, mais ça n'a pas d'intérêt à servir, mais comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de pays où la monnaie s'effondre, on fait des transactions en euros, on fait des transactions en Bitcoin, pardon. Et puis on peut aussi utiliser ce qu'on appelle les stablecoins, c'est-à-dire des monnaies qui sont reliées au dollar. Donc là, on a quelque chose de stable, mais qui fonctionne comme les crypto-monnaies, c'est-dire avec la blockchain, de smartphone à smartphone, on peut se faire un paiement, voilà, sans passer par les banques. Et donc ça marche aussi pour ça. Alors, en précision quand même, je voudrais rappeler que le début du Bitcoin, c'était 0,03 $ à peu près. L'équivalent. Oui, la première cotation, c'était vers 2011 à peu près. Et qu'aujourd'hui, il a dépassé le 7 janvier dernier, pour la première fois, les 40 000 $. Alors, c'est vrai que Philippe Mérière, vous nous avez dit qu'il ne fallait pas investir dans les bitcoins. On se dit, si on avait eu du nez en 2010, pourtant, on serait riche. Oui, tout à fait. Mais il y a eu plein de crypto-monnaies qui ont existé. Hein. Et il y en a qui ont d'ailleurs périclité et fait faillite. Hein. Il y a eu l'e-gold, qui est la première en 96, qui était alignée sur l'or et qui a fait faillite. Et on s'est rendu compte qu'il y avait du blanchiment d'argent partout derrière toutes ces crypto-monnaies. Et ça finit par les gérants qui vont en tôle. Hein. Généralement. Ça finit comme ça. Parce que derrière, ils sont rendus responsables de tous les cybercriminels qui utilisent ces crypto-monnaies. Parce que c'est un vrai souci. Alors effectivement, elle a explosé. En fait, le rythme du Bitcoin, j'ai regardé ça, et il y avait un papier très intéressant dessus qui montrait qu'en fait, pendant 3 ans, il ne se passe rien, il ne bouge pas. Alors, ne pas bouger au niveau du Bitcoin, c'est diviser par 2, revenir à la moyenne, multiplier par 2, revenir à la moyenne. Hein. C'est des fluctuations comme ça, ce qui montre le risque de cette monnaie. Et tous les 3 ans, au bout de 3 ans, il démarre et il monte d'un facteur 10 à 20. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui. D'ailleurs, le dernier pic, c'était 2017. Il n'a pas bougé fin 2017, il n'a pas bougé pendant 3 ans. Il a démarré en novembre 2020, comme on pouvait en fait s'y attendre. Alors, il va encore probablement augmenter, si les banques centrales n'y mettent pas un coup d'arrêt. Pour le moment, elles ne le font pas. Jusqu'au moment où la bulle spéculative sera telle que, vu que cet actif vaut 0, intrinsèquement, ça vaut 0. Il vaut 40 000 $, mais
sa valeur intrinsèque est zéro parce que son utilité, pour moi, est parfaitement nulle. On a des monnaies numériques partout, ils ne permettent pas de payer les impôts, ils ne permettent pas de payer facilement, c'est pas intéressant pour les commerçants, à part de faire un effet de mode en disant « j'accepte du Bitcoin », ça n'a aucun intérêt pour lui d'en accepter. Et donc sa valeur étant potentiellement zéro, il peut retomber aussi très très vite à une valeur quasi nulle. Son seul intérêt, c'est le blanchiment d'argent. Comme toutes les crypto-monnaies. C'est-à-dire qu'en fait, les cybercriminels qui sont dans le dark web, qui peuvent vendre de la drogue, vont pouvoir la vendre. Au lieu de la vendre contre de la monnaie qui peut être traçable au niveau électronique par les États, ils vont le vendre contre des bitcoins. Et ça leur permet de ne pas être détectable par les États. Puis ils peuvent le vendre de l'Afghanistan et le renvoyer ensuite aux États-Unis. Donc on peut ensuite s'affranchir des frontières du monde. Ça peut être aussi pour la pédopornographie, etc. Et la dernière explosion, ça a été Liberty Reserve, qui avait blanchi 6 milliards de dollars. Les deux associés ont pris 20 ans de prison et 10 ans de prison parce qu'ils ont facilité le blanchiment. Donc même si les parts criminelles sont faibles, en tout cas, c'est le seul intérêt que ça a. Oui, puis j'allais dire, la monnaie classique, elle n'est pas exempte de la criminalité. Si, elle est traçable. Elle l'est parce qu'elle est traçable et qu'il y a TracFin. Alors TracFin, ça peut être embêtant, ça peut aller loin, mais c'est ce qui empêche les terroristes d'utiliser le système bancaire, en tout cas les gêne profondément, qui gêne profondément les gens qui font du trafic de drogue derrière. Tout cela est traçable, sauf s'ils le font avec que des billets, mais c'est pas pratique. Au bout d'un moment, pour passer les frontières, on passe pas avec des valises de billets, mais en électronique. Et donc, les monnaies classiques, moi j'aime pas spécialement ce que font les banques aujourd'hui, mais elles permettent de s'assurer qu'il y a une traçabilité et d'empêcher la criminalité d'exploser. S'il n'y avait que du Bitcoin, la criminalité pourrait exploser très très rapidement. Alors je vais répondre à ça parce que c'est les deux principaux clichés qui sont opposés au Bitcoin. Le premier, dire qu'il y a une valeur intrinsèque nulle. Alors effectivement, si sa valeur intrinsèque est nulle, un jour il va retomber à zéro. Mais c'est pas du tout le cas. Du coup, il n'aura pas besoin de retomber, il sera déjà à zéro. Voilà. Donc, mais ça, c'est pas le cas. Il faut se poser la question, qu'est-ce que c'est que la valeur pour un actif? Un billet de banque, il n'a pas de valeur intrinsèque, mais c'est la contrepartie du bilan de la Banque centrale. Une action, ça n'a pas de valeur intrinsèque non plus, c'est une ligne informatique sur son ordinateur, mais c'est la contrepartie du capital d'une société. Voilà. Et puis il y a les actifs qui n'ont pas de valeur contrepartie, qui ont une valeur intrinsèque. Un lingot d'or, ça a une valeur intrinsèque. Un tableau de Picasso, un bien immobilier, ça a une valeur intrinsèque. Voilà. Le Bitcoin, de quel côté il est? Il n'a pas de valeur contrepartie parce qu'il est au passif de personne. Donc il faut qu'il ait une valeur intrinsèque, parce que s'il n'en a pas, effectivement, il va retomber à zéro. Mais, alors quelle est la valeur intrinsèque du Bitcoin? Le Bitcoin, d'abord, il faut savoir, ce n'est pas seulement une monnaie, c'est aussi un système de paiement. C'est ce qu'on appelle la blockchain, c'est-à-dire qu'avec le Bitcoin, on peut envoyer de l'argent à l'autre bout du monde très rapidement, avec des frais extrêmement faibles. C'est le système de transfert avec les frais les plus faibles. Et puis depuis que le système tourne, depuis le 3 janvier 2009, il n'y a jamais eu de Bitcoin qui ont été envoyés et qui ont disparu dans la nature. Il n'y a jamais de faux Bitcoin qui ont réussi à rentrer dans le système. Donc c'est un système qui est extrêmement sûr, qui fonctionne 24 heures sur 24. Donc ça confère de la valeur. C'est un système de paiement très efficace. La deuxième chose, j'ai parlé de la blockchain. Ces virements se font parce qu'il y a la blockchain, cette base de données décentralisée. Mais cette blockchain permet aussi de faire autre chose que des virements. On peut construire tout un tas de services financiers. Alors ça, c'est plutôt Ethereum qui le fait, mais Bitcoin peut le faire aussi. Et il y a des développements qui sont en cours pour qu'on puisse construire des services financiers. Donc on peut construire un écosystème. Et donc ça confère de la valeur aussi. Et puis le troisième élément, c'est le fait que le nombre de Bitcoin, il est limité à 21 millions, donc c'est une ressource rare. Voilà. Donc ça, c'est 3 éléments factuels qui confèrent de la valeur intrinsèque au Bitcoin. Alors ensuite, est-ce que le cours actuel correspond à cette valeur? On peut discuter. Est-ce que un Picasso, ça vaut vraiment tant d'argent? On peut discuter aussi. Telle action, est-ce que Tesla, ça vaut vraiment le prix que ça vaut? En fait, on peut discuter. C'est la confiance. Mais la valeur, c'est la confiance qu'il y a dans le Bitcoin. C'est pas que la confiance. Alors, pour moi, c'est la confiance. Oui, mais je vais vous dire, tous les écosystèmes financiers. La confiance, il faut qu'il y ait des éléments factuels. Les écosystèmes financiers qui sont construits, c'est de la banque non encadrée derrière. Donc ça veut dire derrière n'importe quoi. Ça veut dire le retour à la banque du 19e siècle qui va faire faillite. La banque des années 30, non régulée, avec des faillites en chaîne. On peut dire ce qu'on veut de notre système bancaire aujourd'hui, mais il est régulé, et en tout cas les banques, on ne leur permet pas de faire faillite. Là, les gens vont se faire arnaquer. Les gens vont se faire arnaquer probablement sur le Bitcoin. Non, mais laissez-moi finir. C'est ma position, c'est pas votre vision. Les gens vont se faire arnaquer parce qu'il y a plein de moutons qui vont rentrer sur le marché du Bitcoin pour profiter de la hausse. Mais quand il y aura la baisse, il n'y aura que les plus malins qui sortiront.
si vous voulez. C'est un peu comme les jeux de l'avion des systèmes de Ponzi. Parce que pour moi, la valeur intrinsèque est nulle, effectivement. Et elle est même négative pour la société. Ces écosystèmes financiers qui vont se mettre en place, c'est négatif pour la société. Parce qu'au lieu d'avoir des banques de confiance qui sont régulées intelligemment par l'État, on va avoir des trucs non régulés avec tous les arnaqueurs de la Terre qui vont venir. Donc c'est un problème, pour moi, majeur. Et sa valeur est zéro. Parce qu'effectivement, c'est pas une monnaie. Je veux dire, les commerçants, pourquoi ils vont accepter quand ils ont 20% de marge ou 30% de marge? En 2 jours, le Bitcoin, il va perdre ou gagner 30%. Donc ils perdent toute leur marge. Personne n'a intérêt à travailler avec une marge comme ça. Non, mais pas forcément. Ou alors il faut qu'ils le revendent immédiatement pour revenir à une monnaie. Ils peuvent le revendre dans leur monnaie. Il faut qu'ils le revendent immédiatement pour revenir à sa monnaie. Donc ça veut dire que ça sert vraiment, ça lui sert à rien. Non, parce qu'ils peuvent aussi revenir sur un stablecoin. Oui, et alors donc, après, il faudrait avoir autre chose que le Bitcoin, un stablecoin. Voilà. Mais donc une monnaie stable. Mais pour le moment, le gagnant, c'est le Bitcoin. Ce qui est clair, c'est que le gagnant gagne tout dans ce cas-là. Il y a un deuxième qui est l'Ethereum, mais qui fait 20% de la taille du Bitcoin, tout petit. Et après, on passe dans des domaines très petits. Donc il y aura un seul gagnant pour le moment, c'est le Bitcoin. Et effectivement, c'est quelque chose qui n'a pas de sens pour les commerçants, à part faire un effet de mode et faire bien. Ça n'a pas de sens. Non, alors. Ça n'a aucun sens, à part si vous vendez des trucs illégaux et de la drogue. Parce que je suis désolé. J'aimerais bien que vous reveniez sur ce point, parce qu'on parle tout le temps de la criminalité. Sur cet aspect de la criminalité, il y a plusieurs études qui ont montré que c'était extrêmement minime sur le Bitcoin. Il faut comprendre la raison. Le Bitcoin, comment ça marche? C'est une base de données décentralisée qui enregistre toutes les transactions, et ces transactions sont publiques. Elles sont validées par la communauté. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, quand vous faites des trafics illicites, la dernière chose que vous voulez faire, c'est de laisser des traces. Si vous faites une transaction sur le Bitcoin, par exemple, vous échangez une valise de billets contre une clé USB sur laquelle il y a un Bitcoin, à ce moment-là, c'est du blanchiment. Mais après, cet argent va circuler. L'argent en Bitcoin, si c'est dans un réseau criminel, ça va servir à payer des hommes de main, ça va payer de la drogue. Donc ça va se mettre à circuler sur le réseau Bitcoin. Et puis un jour ou l'autre, ça va sortir du réseau Bitcoin parce que les gens vont avoir besoin de cash ou ils vont acheter quelque chose sur un site. Et il faut savoir que les réseaux criminels sont surveillés par les États. Et à ce moment-là, ça va déclencher un voyant rouge. Et à ce moment-là, on pourra associer telle personne à telle adresse Bitcoin, et donc ensuite il suffira d'aller sur la blockchain Bitcoin pour remonter toutes les transactions. Ce sont comme des comptes numérotés suisses. C'est-à-dire qu'au départ, il y a certaines plateformes qui demandent la carte d'identité, et ça, c'est la sécurité des systèmes bancaires est basée sur la carte d'identité que vous demandez au départ. Et il y en a certaines plateformes qui ne demandent pas la carte d'identité. Oui, mais il y en a de moins en moins, et les États font en sorte que en France, vous voulez acheter si tout le monde le demande, ça change la donne. N'importe où. Pour le moment, c'est pas le cas. Et le problème, c'est qu'on peut remonter sur la blockchain très facilement, beaucoup plus que remonter des transactions bancaires, parce que en fait le blanchiment de l'argent de la drogue, on sait comment il se fait dans les banques au pignon sur rue. Il y a eu plusieurs procès depuis de nombreuses années où les mecs amenaient des valises de billets et ensuite c'est transformé dans des comptes, ensuite ça passait par des paradis fiscaux, et pour des instances judiciaires c'est très compliqué de remonter. Alors que la blockchain, elle est transparente, et il y a même des sociétés privées qui aident les États comme Tracfin justement pour mettre sur surveillance certains comptes, certaines personnes, et elles peuvent remonter. Donc quand vous faites du blanchiment d'argent, la dernière chose que vous voulez, c'est de laisser des traces ad vitam aeternam, parce que la blockchain, c'est ad vitam aeternam. C'est-à-dire 10 ans plus tard, on pourra retrouver une transaction que vous avez faite et vous ne pourrez pas contredire. Donc c'est pour ça que dire que le Bitcoin sert aux transactions illicites, c'est totalement faux. On voit au contraire que ça sert de plus en plus dans les pays, alors comme paiement, parce que dans les pays où la monnaie s'effondre, comme en Argentine ou au Nigeria ou d'autres, le Bitcoin est quand même plus stable et plus sérieux. Et puis même pour les commerçants qui ne veulent pas assumer le risque de volatilité du Bitcoin qui est réel, ils peuvent basculer vers ce qu'on appelle les stablecoins qui se développent. D'ailleurs, la troisième en capitalisation, c'est un stablecoin. C'est-à-dire, une unité vaut $1, quoi qu'il arrive. Donc là, vous avez sur quelque chose de stable. Et donc, si vous recevez un paiement en Bitcoin, vous pouvez le mettre en stablecoin $. Et là, vous êtes tranquille, ça ne bouge plus. Voilà, donc, et on peut faire des virements aussi facilement que le Bitcoin, on peut l'envoyer à l'autre bout de la planète, c'est très simple à utiliser, voilà. Et donc ça fait un système alternatif, et moi je dis, vous opposez les banques qui sont régulées, les banques qui sont régulées au Bitcoin qui est quelque chose de briquet de broc. Non, moi je dis le contraire. Les banques sont régulées, mais enfin il faut se rappeler qu'en 2008, on a failli avoir des faillites. Enfin, il y a eu des faillites d'ailleurs en Angleterre, en Islande aussi, il y a eu des faillites. On n'est pas à l'abri d'une crise de type 2008 un peu plus grave qui amènerait des faillites bancaires. On a vu ce qui s'est passé à Chypre. Non, mais je suis d'accord, attendez, parce que vous avez fait un tunnel de 5 minutes. Il y a une mauvaise régulation bancaire. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, et c'est malsain, je suis d'accord avec vous.
C'est pas pour autant, et d'ailleurs c'est grâce aux dérégulateurs, c'est-à-dire votre logique ultralibérale qui est de dire faut tout déréguler. Et on rentre dans cette logique depuis 40 ans, avec les Hayek, l'école autrichienne et toutes ces conneries, et toutes ces bêtises qui ont dit qu'il faut déréguler. Le Bitcoin, vous me faites doucement rigoler. Je veux dire, à partir du moment où vous pouvez avoir des comptes numérotés dans un pays, que vous créez dans un pays, en plus Internet c'est mondial, hein, je veux dire, ça fait il suffit d'avoir une porte d'entrée avec des comptes numérotés, et ben, les bandits vont aller sur ces comptes numérotés, évidemment. Les bandits vont pas sur les comptes où vous donnez votre carte d'identité. Si effectivement, le Bitcoin, ça devient impossible d'avoir des comptes numérotés et de les ouvrir sur des comptes numérotés pour n'importe qui, ça sera autre chose. Pour l'instant, c'est pas le cas et c'est un accès clair aux cybercriminels. Et la preuve, elle est dans le nombre de gens qui ont été arrêtés dans les crypto-monnaies pour des problèmes de blanchiment d'argent qui étaient liés à leur truc. 20 ans de prison, 10 ans de prison, 6 milliards de dollars de blanchiment. Il y a des actes de justice américains qui ont été posés là-dessus et que j'ai lu hier là-dessus. Je suis revenu vraiment à la base pour avoir des faits et vraiment, il y a un vrai problème là-dessus. Il y en a très peu, parce que le Bitcoin, dès que vous sortez de l'écosystème Bitcoin, vous laissez des traces au monde réel, donc vous pouvez être retrouvé. Donc c'est pour ça que ça ne marche pas pour le blanchiment. Et puis en plus, la taille, parce que le marché de la drogue, des armes, etc., au niveau mondial, on parle de milliers de milliards de dollars. S'ils allaient sur le Bitcoin, ça ferait exploser le truc. Donc, moi, je pense que c'est à cause de ça que ça a beaucoup monté aussi. Pas seulement. Oui. Et le Bitcoin, c'est 700 milliards de dollars. Je pense il est probable qu'on arrive à plusieurs milliers de dollars dans quelques temps. Et donc, on commence à avoir quelque chose d'important quand même. Mais si ça monte en ce moment, d'ailleurs, c'est justement parce que les investisseurs institutionnels commencent à rentrer dessus. Parce que eux, ils ont des Américains d'ailleurs, parce que eux, ils voient par rapport à l'explosion du déficit qu'il y a eu suite à la crise du Covid, à la planche à billets hallucinante qu'il y a aux États-Unis en ce moment, enfin en Europe aussi, hein, ils se disent le dollar il va peut-être perdre de la valeur et ils commencent à se mettre sur un actif qui lui est limité et qui donc c'est une protection contre l'inflation, le Bitcoin. Et c'est ça, et c'est un mouvement de fond vraiment. Il y a beaucoup d'institutionnels qui viennent sur le Bitcoin et c'est ça qui explique en grande partie la montée du cours récemment. Donc c'est des raisons assez saines. Ça, je suis d'accord, il y a une partie réelle. Les monnaies actuellement sont très très mal gérées. La prochaine crise, est-ce qu'elle sera financière ou financière et monétaire en même temps, avec une perte de confiance sur la monnaie, pas seulement à cause des déficits, par le fait que les États, l'argent public en fait par les banques centrales, alimente les marchés financiers, les fait monter, les tient tout le temps. C'est d'ailleurs d'une immoralité absolue ce système. Hein. C'est pour ça que les milliardaires français ont vu leur fortune multipliée par 5 depuis 10 ans. Pareil pour les milliardaires américains, la crise du Covid ruine l'économie réelle, mais fait plus 1000 milliards de dollars d'actifs pour les milliardaires américains. Donc ça, c'est un scandale, c'est vrai. Et alors maintenant, la protection contre l'inflation, il y a des gens qui jouent le Bitcoin pour ça, et vous avez raison, les institutionnels sont en train d'y aller, mais les marchés, c'est bête, hein, vous savez. Moi, je les connais très bien. Le marché est bête, c'est le mimétisme. C'est-à-dire, quand il y a un troupeau de moutons qui part dans un sens, eh bien, tout le monde le suit. C'est comme ça que les marchés font des bulles incroyables et se ruinent derrière, parce que les troupeaux de moutons, quand tout le monde est devant le vide, tout le monde tombe en même temps, quoi. C'est la crise de 2000, c'est la crise de l'immobilier aux États-Unis. Il n'empêche que comment explique-t-on cette tendance, justement, qu'à chaque fois qu'il y a une grosse crise, comme la crise de 2009 dont vous avez parlé tout à l'heure, comme cette crise du Covid qui a évidemment un impact économique très important, pourquoi le Bitcoin est presque perçu par une certaine catégorie de personnes comme une valeur refuge presque? Parce qu'il y a une défiance, je pense, dans les institutions qui est en train de monter. Elle est légitime, cette défiance. Elle est légitime, vu comment a été gérée la crise des subprimes, vu qu'on a laissé les subprimes. Hein, les subprimes, c'est quelque chose de criminel. Il y a des alertes au FBI très très importantes, des économistes qui en parlent dès 2005 en disant il va y avoir une crise des subprimes et tout va s'effondrer et on est en train de faire n'importe quoi sur l'immobilier américain. Et de la même manière, la crise du Covid a été gérée, moi je le pense, absolument n'importe comment. Pour une maladie très peu dangereuse, on est en train de mettre l'économie par terre et les gens par terre. Et les liens sociaux par terre, on prend des risques absolument incroyables. Donc il y a une défiance envers les institutions qui se fait jour, et pas seulement chez les gilets jaunes français au niveau des classes populaires et moyennes françaises, mais aussi au niveau de la tête de la société. Il y a une défiance, et donc il y a cette fuite vers de la monnaie, vers le Bitcoin qui se passe effectivement aux États-Unis. Alors, il y a une question aussi qui revient fréquemment quand on évoque les crypto-monnaies, c'est la question de l'énergie qui est donc obligatoire pour faire fonctionner toutes les fermes de minage, j'allais dire, et pour que cette blockchain soit efficace. Il y a un grand sujet tout autour du coût de l'énergie, puisque justement ça explique la délocalisation de ces grandes fermes qui sont souvent situées en Chine. On peut donc douter possiblement de la sûreté de ces installations. Est-ce que pour vous, il y a un sujet autour de cela ?
Il y a une question, mais en fait, c'est un peu exagéré parce qu'en fait, le Bitcoin, alors le minage est nécessaire pour certaines crypto-monnaies, pas toutes, mais c'est le cas pour le Bitcoin. Ça consomme de l'électricité, mais en fait, les mineurs vont là où l'électricité est la moins chère. Et souvent renouvelable, c'est-à-dire des barrages électriques, etc. Et ils utilisent l'électricité quand elle ne peut pas être vendue, quand il y a un surplus d'électricité, parce que comme ça, ils la payent moins cher. Et donc ça pose pas de problème d'électricité. Sauf si on coupe l'interrupteur. Oui, mais en fait, comme c'est réparti dans le monde entier, il y en a une partie importante en Chine, mais pas majoritaire. C'est réparti dans plusieurs pays. Donc il n'y a pas de risque qu'un État puisse mettre la main sur le Bitcoin. Ça a pu être une crainte à un moment quand il y avait plus de la moitié qui se trouvait en Chine. Maintenant, c'est plus le cas. Il y en a en Norvège, aux États-Unis. Enfin, plusieurs pays en mettent en place. Et donc voilà, mais cette énergie-là, elle est dépensée, mais enfin, il faut aussi comparer à l'énergie que consomme le système bancaire pour un service qui est assez mauvais, qui est coûteux. Non, mais comprenons-nous bien que ce n'était pas dans un souci écologique que j'évoquais cela, mais vraiment dans la possibilité de la souveraineté mais pour la souveraineté, non, il n'y a pas ce risque, il n'y a pas ce risque-là. C'est aussi votre point de vue? Non, je ne pense pas qu'il y ait un risque, mais c'est vrai que ça consommait, par exemple en 2017, je ne sais pas combien c'est maintenant, pour le minage et pour le fonctionnement du marché du Bitcoin aussi, qui nécessite de travailler sur la blockchain, la moitié de l'électricité d'un pays comme l'Autriche. Donc ça commence à devenir pas négligeable. Et alors, il y a un vrai problème sur le Bitcoin, c'est qu'en fait, en plus, c'est pour générer très peu d'échanges. Le Bitcoin n'est pas capable de générer 65 000 échanges par seconde comme le fait le système bancaire traditionnel. Donc c'est un nombre d'échanges très très limité. Et il y aurait un vrai problème d'instituer cette monnaie pour l'ensemble des échanges d'un pays comme la France, parce qu'ils n'ont pas les capacités, ça demande trop de calculs, et donc c'est très très coûteux en temps. On n'a pas les capacités pour faire tourner la monnaie virtuelle, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, sur une quantité d'échanges très importante. Alors en fait, si, ça justement, c'est en train de changer. Il y a ce qu'on appelle des solutions de seconde couche, des canaux dérivés, c'est-à-dire les transactions se font dans des canaux, à un rythme très rapide, aussi rapide que Visa, avec des milliers de transactions par seconde, et c'est uniquement le solde qui est inscrit dans la blockchain, c'est ce qu'on appelle le Lightning Network, et ça, c'est en train de développer pour Bitcoin, donc il pourra tout à fait incorporer des transactions rapides. Et il y a d'autres crypto-monnaies qu'il propose aussi. Donc ce problème-là est en train d'être réglé. Il a été un problème. Vous perdez en partie le côté décentralisé pour faire ça. Parce que la blockchain, c'est le fait qu'elle est décentralisée, que ça coûte beaucoup de. Oui, mais le Lightning Network, il y en a plusieurs en fait. Il y en a plusieurs. C'est pas une structure centralisée qui va faire des canaux dérivés. Donc il y en a plusieurs. Donc on garde quand même la décentralisation, qui est l'avantage de. Disons qu'on a une diversification. Est-ce qu'on peut imaginer que cette technologie, sans parler du Bitcoin précisément, mais que la technologie utilisée par les crypto-monnaies, de cette blockchain, justement, de cette décentralisation, pourrait, in fine, être utilisée par les États, par exemple? Alors par les États, oui, parce que les banques centrales parlent de faire une crypto-monnaie basée sur l'euro ou le dollar ou le yuan. C'est les projets qui sont actuellement en cours pour faire leur propre monnaie. Pour permettre aux gens de pouvoir faire des virements très facilement de smartphone à smartphone, ce qui aujourd'hui est un peu compliqué. Quand on passe par sa banque, ça peut prendre un jour. Et puis il y a des frais éventuellement, donc ils veulent faire ça pour pas se faire doubler par, alors pas tellement le Bitcoin en tant que tel, mais pour pas se faire doubler par Facebook qui va lancer a priori cette année justement un stablecoin sur le dollar, c'est-à-dire alors ça s'appelle pas le Libra, ils ont changé de nom, ça s'appellera le Diem, bon a priori, mais qui permettra. Christine Lagarde n'était pas au courant, je crois alors. Ouais, voilà, mais qui permettra à des particuliers de pouvoir s'envoyer de l'argent entre eux via Facebook ou de payer chez des commerçants, choses comme ça. Donc voilà, pour un peu faciliter, et les banques centrales ont un peu peur de ça, parce qu'ils vont se dire qu'il va y avoir un système de paiement qui sera très facile à utiliser et pas du tout coûteux. Et ça risque de concurrencer notre système bancaire, donc ils veulent mettre en place un système équivalent. C'est ça. C'est pas tellement Bitcoin, mais c'est plutôt Facebook qui est dans le collimateur, quoi. Ça coûte pas très cher, hein, pourtant un virement bancaire en France, hein, je dis pas ça coûte pas cher. Maintenant il y a des virements instantanés, tout ça peut être régulé par l'État, hein, aussi qui peut leur dire vous avez des marges trop élevées, parce qu'il n'y a pas assez. L'habitude de voir les États réguler les banques. Ouais, parce qu'il n'y a pas assez de banques, hein, tout simplement. On n'a que 5 banques pratiquement en France, 5 groupes bancaires, donc on n'a pas assez de banques, il n'y a pas assez de concurrence. Donc l'État doit réguler un minimum les frais, sinon c'est un oligopole, c'est presque un cartel. Hein. Et donc, mais je pense que
je vois pas trop l'intérêt. Alors, effectivement, les pays veulent lancer des crypto-monnaies basées sur l'euro. Je vois pas trop l'intérêt parce que nos monnaies sont parfaitement numériques. C'est très simple d'échanger avec tous les instruments qu'on a, à part pour faire du pair à pair, effectivement, de téléphone à téléphone. Mais l'intérêt me semble limité. Puis après, il y a toujours le problème plus simple de transférer l'argent. Mais là, après, il y a le problème du contrôle parce que, effectivement, deux trafiquants pourraient se faire de pair à pair. Donc, il faut garder le contrôle. Et là, je dis bien, ce qui est très intéressant, vous avez cité le Libra. Effectivement, de Facebook. Au départ, Facebook avait un projet, en fait, de devenir maître du monde de la monnaie. C'est-à-dire qu'il voulait lancer ça. Maître du monde tout court. Hein. Maître du monde tout court. Et en passant par la monnaie, c'est encore plus facile quand vous tenez le portefeuille de tout le monde. C'est-à-dire qu'il voulait lancer avec des multinationales financières très très grandes. Donc, je crois qu'il y avait Mastercard, qu'il y avait PayPal et beaucoup d'autres, vraiment plein de grosses multinationales qui lançaient le Libra, qui était une monnaie mondiale, universelle, et en plus basée dans une logique mondiale sur un panier de devises. Donc il y avait du dollar, de l'euro, peut-être c'est le yuan, si vous étiez d'accord, du sterling, de la sterling et puis du franc suisse. Et donc c'était une façon, mais c'est là où on voit le danger de ça. C'est quand vous voulez vous passer des États qui doit représenter collectivement les citoyens, ben là vous vous retrouvez face à des multinationales qui peuvent prendre le pouvoir et qui vont être bien pires que les États, parce qu'il n'y aura pas pour le contrôle des citoyens. Et c'est extrêmement dangereux de laisser faire ça, mais c'est la tendance mondiale, c'est une tendance de long terme depuis des dizaines d'années, où les multinationales sont en train de prendre de plus en plus de pouvoir. Bon, vous en avez parlé avec la grande réinitialisation, j'en ai parlé aussi. C'est inquiétant, les projets, en tout cas les visions et les idées qu'elles ont. Et voilà, ça représente cela et ça représente tout le danger des crypto-monnaies, je pense. Ouais, est-ce que justement, pardon, il n'y a pas un total hiatus entre la conception de la crypto-monnaie et la voir naître d'un géant comme Facebook, justement, qui est spécialiste du traçage en vie privée Oui, mais ça, Facebook ne fait que reprendre l'idée du Bitcoin, en fait, qui a inventé le truc, qui lui, est pas aussi... cherche pas à mettre la main, à contrôler tous nos aspects. C'est une monnaie, point à la ligne, quoi. Facebook, il contrôle aussi nos photos, nos sorties, et tout ça. Donc c'est vrai que c'est un peu inquiétant qu'en plus, il puisse connaître nos dépenses. Donc moi, je ne conseillerais pas trop vraiment d'utiliser cette monnaie, quoi. Voilà, il y a des stablecoins qui se limitent à la fonction paiement. Et si on veut l'utiliser, on peut plutôt aller vers cela plutôt que de donner encore plus d'informations par Facebook. Ouais, je précise, c'est les autorités monétaires américaines qui ont été inquiètes des projets de Facebook et de la puissance que pourrait lui donner la maîtrise d'une monnaie mondiale, d'autant plus qu'il n'était pas tout seul, hein, avec des géants, vraiment, et c'était un projet très puissant. Et donc, elles ont dit non, vous faites pas ça. Et c'est pour ça qu'il s'est retourné en disant, on fera un bas panier de devises, on fait une monnaie une par grand qui espace, équivaut, un Libra, alors je crois que ça va s'appeler le diem. Un diem vaut $1, quoi. Voilà. Mais effectivement, je ne conseille pas aux gens de le faire pour la même raison que vous. C'est que Facebook, c'est déjà assez de choses sur nous pour pas en plus savoir toutes les dépenses qu'on va faire. Ça serait pas une bonne idée. Je pense qu'il ne faut pas opposer non plus d'un côté l'État qui régule les banques et qui sera du côté du bien, et Bitcoin qui sera du côté du mal, parce que la régulation des États, on voit qu'elle peut être défaillante. Il y a eu les crises de 2008, et puis si on prend la crise de Chypre en 2013, où les gens ont vu leurs comptes vidés, spoliés pour renflouer les banques en faillite, et il faut savoir que... au nom de l'euro, hein. C'était imposé par l'Union européenne et pas par Chypre. Absolument, et pire que ça, c'est devenu une loi maintenant, une directive européenne, la directive BRRD, qui est appliquée dans tous les pays de l'Europe, et notamment en France depuis le 1er janvier 2016, et là il n'y a eu quasiment aucun média qui en a parlé, qui permet à une banque en situation de faillite de ponctionner les comptes de ses clients pour se renflouer. Alors dans la directive, il est écrit que ça ne concerne que les comptes de plus de 100 000 €. Beaucoup de gens peuvent se dire, je suis tranquille. En fait, moi, je considère... Il est écrit que ça peut être changé, ce montant de 100 000 € de façon assez simple. Voilà. Parce que 100 000 €, ceux qui ont plus de 100 000 €, ils ont ouvert plusieurs comptes pour passer en dessous. Voilà. Donc, en fait, s'il y a une vraie crise, ils descendront le seuil et ça touchera tout le monde, toutes les classes moyennes. Voilà. Alors que si vous avez du Bitcoin, personne ne peut pouvoir vous le prendre. J'ai plusieurs questions. Et ça permet vraiment de se protéger, parce que le Bitcoin, vous êtes en dehors de l'euro, parce que c'est une monnaie à part entière, et vous êtes en dehors du système bancaire, parce que ça circule sur Internet. Donc en cas de crise, ça peut être une sécurité. Voilà, on voit aussi ce qui s'est passé au Liban. On voit ce qui est passé au Liban, où les banques ont fait faillite. Les Libanais qui avaient un peu de Bitcoin, ils sont tranquilles aujourd'hui. Ou alors, vous pouvez prendre... Ce qui se passe habituellement, c'est que les gens prennent du dollar, en fait. Prennent du dollar. Vous connaissez qu'il y avait du dollar dans les banques libanaises, ils n'ont plus accès. Ça serait du dollar qui circulerait de main à main et de façon cachée, quoi. Donc... Oui, mais le problème, c'est les Libanais qui avaient du dollar dans leur banque au Liban, ils n'y ont même plus accès. Donc il y a uniquement du billet, des dollars en cash, mais c'est pas très pratique.
Et pour ça, le stablecoin au dollar, ça permet de faire des transactions de smartphone à smartphone. Et là, c'est une solution. Par contre, si les autorités disent tout ça devient trop dangereux, on veut réinitialiser notre monnaie, on veut réinstaurer notre monnaie, si les autorités françaises vous disent vous n'avez pas le droit de toucher à des bitcoins, sinon c'est absolument interdit sur le territoire français, là, vous risquez de vous faire quand même pas mal avoir, quoi. Alors ça... Et si plusieurs pays le font, c'est là où imaginez que les États-Unis, l'Europe disent on veut plus de bitcoin, la valeur de bitcoin va s'effondrer immédiatement. Pour le moment, c'est pas du tout le cas. Ça peut être un risque. Enfin, c'est de la spoliation pure et simple pour les gens qui ont déjà acheté ces valeurs. C'est de la, c'est de la spoliation. Disons qu'ils pourront le revendre en Chine. De toute manière, pourquoi est-ce qu'il montait de 1 centime, de quelques centimes d'euros à effectivement 40 000 $? Tout ça n'a aucun sens. Mais le problème, c'est ça. Et je pense que vous avez raison. Ce qu'ils devraient dire, c'est l'interdire assez rapidement, avant que ça prenne quelque chose, des proportions démesurées. Et là, le problème des banques centrales, c'est qu'elles c'est hautement spéculatif, c'est pas bien. On vous laisse quand même en acheter. Alors que moi, je pense que c'est ultra dangereux de laisser un particulier jouer là-dessus. Le problème, c'est et en même temps, il y a des banques aussi qui jouent avec. Ça dangereux. C'est un truc pour le cyberblanchiment. Mais en même temps, on laisse faire. Et on laisse monter la taille du marché. Donc ça, c'est vraiment une attitude irresponsable. Les banques aussi, aujourd'hui, servent du bitcoin pour faire proliférer certains comptes. Non, je crois d'ailleurs c'est difficile, d'après ce que j'ai vu, d'acheter à partir d'une carte bancaire, d'acheter du bitcoin à partir d'une carte bancaire. On fait par un virement SEPA et quand on crée un compte sur une place de marché, c'est comme si on ouvre un compte bancaire, on met sa carte d'identité, etc. Donc, et alors, question très pratique, Philippe Herlin, on achète des bitcoins. On se rend compte qu'on a fait une énorme plus-value, on les transfère en euros. Est-ce qu'il y a un impôt là-dessus ? Oui, il y a une taxe sur la plus-value qui est en fait la même que pour les autres actifs, c'est-à-dire on paye 30% en France, 30% de la plus-value, uniquement de la plus-value. Donc c'est Donc ça revient dans l'économie réelle. C'est une taxe. Macron a fait beaucoup baisser les taxes effectivement sur les plus-values. Oui. C'est un peu qui la est maintenant taxe moins française. taxé finalement que le travail. Le capital est moins taxé que le travail, là-dessus. Donc il revient à double titre dans l'économie réelle après. Oui, après il peut revenir, même si je pense que c'est un peu tôt pour vendre, mais voilà quoi. Mais oui, ceux qui vendent, ceux qui vendent, ils payent une taxe. De toute façon, tous les échanges ça revient sur vos comptes bancaires, donc vous ne pouvez pas vous cacher. De toute façon. Bien sûr. Donc, mais sur l'interdiction du bitcoin par les États, c'est effectivement un risque. Le problème, c'est que il faut que tous les États se concertent, parce que s'il y en a un qui interdit, les bitcoins vont aller ailleurs. Et s'ils font tout ça, c'est un peu comme interdire l'or, un peu ce qu'a fait Roosevelt pendant la crise de 29. Il a interdit l'or, il a demandé aux Américains qui avaient de l'or chez eux de le vendre d'autorité pour le récupérer dans la banque centrale. Moi, je considère que c'est une atteinte à la liberté. Alors justement, je parle des Roosevelt, c'est le seul État démocratique qui a fait ça. Mais autrement, tous les systèmes totalitaires ont interdit la détention d'or. Donc le fait qu'on interdise la détention de bitcoin, qui est une alternative, moi je considérais ça comme une atteinte. C'est comme atteindre à la liberté d'expression, si vous voulez. Le bitcoin, c'est un peu une liberté d'expression dans le domaine monétaire. Les États n'avaient pas trop de mal avec la liberté d'expression pour la restreindre. Alors oui, ça arrive aussi. Et donc effectivement, c'est un risque. Mais de toute façon, ça ferait baisser le cours pendant un moment, mais ça ne tuerait pas le bitcoin. Parce que il suffit quelques pays qui il y a toujours quelques pays, il y a toujours des gens qui l'utiliseraient, qui passeraient sur des VPN discrètement et en fait, au bout d'un moment, la valeur remonterait parce que ce serait une vraie alternative. Parce que si les États en arrivent à faire ça, à interdire le bitcoin, ça veut dire que leur système monétaire et le système bancaire sera au bord de l'effondrement. Voilà. Ils auront peut-être d'autres chats à fouetter que de faire tomber le bitcoin. Et à ce moment-là, quand il s'effondrera, les gens qui avaient gardé discrètement leur bitcoin, ils seront gagnants. Un peu comme ceux qui, pendant l'occupation, avaient gardé des Napoléons. Alors le Napoléon était interdit de vente officiellement pendant l'occupation, mais en fait, apprécié officieusement. Mais en fait, on a des cours sur le marché noir, on voit que le cours explose, et ceux qui avaient des Napoléons, ils n'ont jamais eu faim pendant l'occupation. Alors que ceux qui avaient de l'argent à leur banque, ça leur a pas servi à grand chose. Donc c'est un peu ça peut aussi arriver jusque là, quoi. Mais le jour où les États voudront interdire le bitcoin, ça voudra dire que le système bancaire sera au bord de l'effondrement. Donc raison de plus pour acheter les bitcoins. Voilà. Alors moi j'aimerais voir les choses sous un angle un peu plus politique. On a le sentiment, comme on l'a dit déjà à plusieurs reprises dans cette émission, que certaines personnes se dirigent vers le bitcoin précisément quand il y a des moments de forte tension économique. Est-ce que finalement on n'a pas le sentiment que, on sait qu'aux États-Unis c'est très marqué, il y a une forme d'anarchisme libertarien qui fait la promotion de ces crypto-monnaies. Qu'est-ce que ça dit finalement de notre système ? Qu'est-ce que ça dit de notre société ? Et
Quel est finalement ce réflexe? C'est finalement un mouvement de défiance à l'égard des institutions et du système monétaire qui est en place. C'est une défiance des institutions monétaires, comme je le disais tout à l'heure, et c'est aussi la reconnaissance du fait que le Bitcoin et les crypto-monnaies, hein, pas seulement Ethereum, et il y a plein d'autres projets intéressants, c'est aussi un espace de liberté aussi, quoi. Parce qu'on parlait des banques, mais il faut savoir qu'il y a presque la moitié de la population mondiale qui n'est pas bancarisée. Parce que les banques, c'est un système qui est cher. On construit des bâtiments, on met des gens toute la journée là-dedans, donc c'est un coût de structure énorme. Et ce qui fait qu'il y a des milliards de personnes qui n'ont pas d'accès à un compte bancaire. Avec, maintenant, toutes ces personnes-là, elles ont un smartphone. Donc maintenant, elles peuvent utiliser des crypto-monnaies. Voilà. Et si elles vivent dans un pays... Elles peuvent aussi ouvrir un compte dématérialisé, avec les banques dématérialisées. Alors elles peuvent faire ça, mais si elles vivent dans un pays où la monnaie est mal gérée, où il y a un contrôle de l'échange, parce qu'il y a beaucoup de pays où vous voulez acheter du dollar parce que vous allez faire un voyage à l'étranger, et c'est limité en quantité, et puis ça se fait à un taux qui n'est pas du tout le taux réel, donc vous perdez énormément de pouvoir d'achat. Bon, c'est des choses que nous, on ne vit pas en Europe. Bien sûr, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de pays où c'est le cas, quoi. Voilà, si vous voulez changer de l'argent, on va vous limiter. Enfin, voilà. Et donc, quand vous êtes dans un système contraint, injuste, les crypto-monnaies, ça permet d'échapper à ça, voilà, maintenant. Donc, et avec les crypto-monnaies, on peut faire du crédit maintenant. Ça commence à se développer. C'est le début de la fin, alors. C'est-à-dire on peut mettre... Alors justement, c'est contrôlé automatiquement par des smart contracts de façon informatique. Vous pouvez mettre, si vous voulez emprunter du dollar, par exemple, pour faire face à une dépense rapide, vous pouvez mettre vos Ethers. Alors, ça marche plutôt avec Ethereum qu'avec Bitcoin pour l'instant. Mais vous pouvez vendre vos Ethers, mais si les Ethers montent, vous allez perdre l'opportunité. Donc, vous les mettez à garantie, vous récupérez quelques $1000 pour faire face à votre dépense, et puis vous les remboursez, et ensuite, à la fin, vous récupérez vos Ethers. Et c'est les Ethers qui servent de garantie. Voilà. Et tout ça, ça se fait par des smart contracts, c'est-à-dire de façon totalement informatique, et donc à des coûts extrêmement faibles. Bon. Et ça, donc ça permet l'accès au crédit à des gens qui, sans ça, n'y auraient pas accès. Donc c'est aussi pour ça que ça se développe beaucoup dans les pays émergents, alors que dans les pays en Europe, aux États-Unis, on achète du Bitcoin plutôt comme placement, pas pour dépenser au jour le jour, ça n'a pas d'intérêt. Et il y a des intérêts dans ces systèmes ? Alors dans ces systèmes-là, oui, si vous prêtez de l'argent, vous pouvez aussi toucher des intérêts qui sont beaucoup plus élevés que ceux qu'il y a sur le livret bancaire. Parce que là, il y a plus de gestion du taux de l'usure par l'État, en fait, qui dit pas de prêt à plus de 15%, ça peut être 30%, 20%, 30%, 40%. Non, c'est moins élevé, justement, parce qu'il y a parce qu'il y a la concurrence, et parce que... J'y crois pas trop. Et parce qu'il y a des frais de fonctionnement qui sont nettement inférieurs à ceux des banques. Ouais, ça, j'y crois pas une seconde. Ça existe, mais ça existe. Non, ça existe, mais je veux dire, vous pouvez faire ce que vous voulez, l'usure a toujours existé, c'est quand l'État a décidé de dire le taux de l'usure, le taux maximum, au-delà duquel c'est de l'usure et c'est interdit, c'est un certain taux que ça a empêché l'usure, je pense. Oui, mais enfin, l'usure, elle existe encore aujourd'hui. Si vous prenez des crédits à la consommation, alors vous c'est revenu sous une autre forme parce qu'on a dérégulé, justement, parce qu'on s'est rentré dans un monde de dérégulation. Mais je crois que la vision des gens, de toute façon, qui veulent des crypto-monnaies et qui sont pour ces crypto-monnaies, c'est une vision, en fait, sans État. C'est une vision où l'État et la nation, c'est le mal. Parce que par exemple, les libertariens vont vous dire que mettre un peu d'État, c'est déjà la route vers la servitude. Moi, un libertarien m'a expliqué que puisque j'étais gaulliste, j'étais déjà un peu chavéziste et maduriste. Parce que déjà, vouloir un peu d'État de façon équilibrée comme De Gaulle... Mais Maduro a fait une crypto-monnaie aussi. Voilà, vous voyez, finalement, la boucle est bouclée. Finalement, tous les chemins mènent à ça. Qui marche pas. Mais c'est parce que... Surprenant. Parce qu'ils ont planté complètement leur monnaie, qu'ils essayent de se rattraper aux branches. Mais effectivement, en fait, ça manque d'équilibre. Je pense qu'il faut un équilibre entre l'individualisme et l'absence d'État, et le tout collectif. Je veux dire, soit on est dans une société qui est de plus en plus individualiste, parce qu'il faut bien voir qui a pris la main sur la société. En fait, depuis Reagan, Thatcher, qui sont des disciples, en fait, plus ou moins, en tout cas, qui étaient très intéressés par Friedman, Hayek, les gens qui voulaient la liberté totale, effectivement, pour lequel l'État, c'était déjà, prendre un peu d'État, c'était déjà le chemin vers la servitude obligatoire. Eh bien, on est rentré dans une société qui s'est complètement dérégulée, où il y a de moins en moins d'États-nations. Les nations sont en train de se détruire. D'ailleurs, on est dans les logiques supranationales. On dit, abandonner la France, on passe à l'Union européenne et à la souveraineté européenne. Et je pense que c'est un fonctionnement qui n'est pas du tout équilibré, qui ne marche pas. À mon avis, il faut au contraire revenir vers, ne pas oublier que
Nous sommes des citoyens et pas des individus. Nous devons donc, si on veut avoir une cité qui fonctionne, nous devons aussi prendre soin de notre cité. Donc il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux. Alors vous, le monde de la crypto-monnaie, c'est un monde sans État, sans nation, qui va même détruire l'État par le fait qu'on va détruire la monnaie qui est un instrument essentiel de l'État. Et c'est un monde ultra individualiste. Donc pour moi, on continue dans la même direction, on creuse et on va dans la fuite en avant vers l'individualisme et la destruction des États-nations. Ce que moi, je regrette profondément. J'aimerais qu'on revienne au contraire vers une reconstruction de l'État-nation, une reconstruction des personnes en tant que citoyens et non en tant qu'individus. Oui, mais enfin, si vous dites qu'on a une dérive ultralibérale, quand on voit en France la quantité de bureaucratie, de normes et le poids des impôts, vient de parce qu'on est... hein. Oui, mais enfin, non, enfin, ça vient de la France, les si on voulait... Hein, et puis on a le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé des pays de l'OCDE, ça on va quand même nous en prendre qu'à nous-mêmes. Enfin, c'est un peu difficile de parler de dérive ultralibérale. Quoi, dans ce parce que tout le reste est marchandisé, privatisé, parce que... privatisé, non, il y a très peu de choses. Enfin, c'est un autre sujet. Je vous réponds juste sur le fait. Je vous réponds juste sur le fait. Même Hayek disait... aux gens qui sont ultra-libéraux. Il leur disait, surtout, vous gardez un minimum de revenus, un revenu universel, et Friedman aussi était d'accord, parce que sinon, votre système ultralibéral va le tomber, parce qu'il est tellement injuste, les gens sont tellement dans la misère, qu'à ce moment-là, par colère, ils vont vous renverser par révolution. Donc gardez toujours un minimum social. Donc si vous voulez, c'est pas contradictoire, l'ultralibéralisme, avec des minimums sociaux comme on a en France. C'est même les minimums sociaux qui deviennent trop importants, c'est même la contrepartie pour que la France devienne ultralibérale. Ouais, si la France pourrait pas devenir ultralibérale sinon. D'ailleurs, vous voyez que Macron, qui essaye d'aller encore plus loin et beaucoup trop loin là-dedans, qu'est-ce qui se passe? La France fonctionne plus. On est en révolte permanente depuis l'élection de Macron, avec gilets jaunes, puis manif de retraite, révolte permanente. On a quand même le sentiment, Philippe Murer, que finalement, vous nous décrivez un système qui ne fonctionne plus, dérégulé, qui finalement a abandonné la régulation depuis un certain temps, et vous reprochez cette défiance que représente le Bitcoin en réclamant finalement de l'interventionnisme qui n'a jamais fonctionné, ou du moins qui ne fonctionne plus depuis un certain temps. Il fonctionnait. C'est depuis qu'on a arrêté l'interventionnisme. Il n'y avait pas de dette au sortir des 30 Glorieuses, où il y avait un État qui régulait, en France mais aussi aux États-Unis. Le taux d'imposition aux États-Unis était très élevé. Dans les années 70, on n'était pas loin de 70%. Le taux d'imposer la tranche marginale d'impôt sur le revenu. Donc on était, je ne dis pas que c'est bien, mais en tout cas on était dans une vraie régulation et ça fonctionnait. Depuis qu'on dérégule, ça ne fonctionne pas. Donc c'est pas la peine de déréguler, ça va pas être une solution de déréguler encore plus en donnant la monnaie au secteur privé. Ça va encore aller dans le même système philosophique qui est un échec. Donc je dis, repensons les régulations, il faut complètement changer le système pour arriver à le faire fonctionner. Là on est juste dans la fuite en avant avec les crypto-monnaies. La crypto-monnaie, c'est une réponse. Il faut aussi comprendre, pour resserrer le débat, parce qu'on ne va pas faire un débat sur l'ultralibéralisme, tout ça, mais sur la monnaie, comme je l'ai expliqué au début, elle était pervertie à partir du moment où on a déconnecté sa quantité de l'or quand on est sorti de Bretton Woods. Et là, on est depuis cette période-là, on est dans une explosion de la dette publique et privée aussi. Le Bitcoin apparaît comme une réponse. Si on était resté dans l'état or, sans doute que Bitcoin serait apparu, mais il n'aurait pas les mêmes valeurs aujourd'hui. Pour autant, le Bitcoin n'est adossé à rien. C'est juste qu'il y a une masse monétaire qui est fermée, mais au-delà de ça, il a une valeur intrinsèque, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc c'est un système de paiement, c'est une quantité limitée, c'est de la blockchain, donc un écosystème. C'est pas seulement de la monnaie, c'est aussi un écosystème. Donc ça confère de la valeur. Et ça en a d'autant plus que la monnaie est mal gérée. Si on était resté dans l'état or, le Bitcoin ne vaudrait pas autant. Moi, je dis, ce qui m'apparaît, c'est que l'explosion du cours du Bitcoin, c'est la contrepartie d'un effondrement qui se voit moins du système bancaire, du système financier, du système monétaire, notamment à cause de la planche à billets délirante qu'on voit aujourd'hui. Le Bitcoin, c'est un peu la contrepartie. Et je dis, heureusement qu'il y a le Bitcoin, parce que ceux qui veulent, ils peuvent ou l'or. Alors l'or aussi monte d'ailleurs. C'est pas le Bitcoin qui a fait disparaître. Le cours de l'or monte. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, c'est une vraie question. Et on commence dans les milieux financiers, on commence à penser qu'en fait, l'or normalement est la valeur refuge. Ça marche, mais ça marche pas aussi bien que ça devrait parce qu'il y a beaucoup d'argent qui va dans le Bitcoin. Ouais, clairement. Le Bitcoin est en train un peu de voler le rôle de valeur refuge. À mon avis, c'est une erreur pour les gens qui investissent dedans. Pour Philippe Erlin, c'est une bonne idée. Moi, je défends l'idée que l'or puisse redevenir une monnaie complémentaire, qu'on puisse faire des transactions en or. Bon. Donc, et à ce moment-là, peut-être que le Bitcoin... En tout cas, c'est vrai que le fait que l'or monte moins qu'il ne devrait est probablement lié aussi au Bitcoin et à l'argent. Parce qu'on a 700 milliards de dollars maintenant investis dans les Bitcoins, quand même. C'est pas rien. Oui, parce que l'or, on ne peut pas s'en servir pour payer
au jour le jour, parce qu'un Napoléon, ça vaut à peu près 300 €, donc c'est quand même une somme, et puis on ne peut pas le couper en deux si on veut payer 150 €, alors que le Bitcoin, on peut le diviser jusqu'à la 8e décimale, donc on peut payer sa baguette de pain avec. Voilà. Si un boulanger de France acceptait le Bitcoin. Quoi. Alors peut-être pas en France, mais au Venezuela, si vous lui dites je te paye en Bitcoin, le mec il dit je préfère largement. Oui, parce que forcément. voilà, donc, ou si l'euro s'effondre, ou s'il y a des faillites bancaires en France, votre boulanger, il va tout de suite comprendre l'intérêt de recevoir des Bitcoins plutôt que des euros auxquels il ne pourra pas toucher. Donc voilà, c'est aussi pour ça, c'est aussi ce qui fait la valeur du Bitcoin, c'est qu'il y a une crainte d'inflation, mais il y a aussi une crainte de crise bancaire. Voilà. On va conclure, messieurs. Philippe Murer, peut-être ? Oui, moi je pense, je réitère, attention au Bitcoin. Effectivement, ça risque de monter dans les mois à venir, mais attention au moment où vous sortez si vous en prenez. C'est un produit vraiment spéculatif et destiné aux spéculateurs professionnels, et encore. Voilà, et puis moi j'enjoindrais les banques centrales à l'interdire avant que ça prenne des proportions tellement énormes que les États n'aient plus de monnaie, puisque là ça conduirait effectivement à un effondrement pour moi de l'État-nation, et donc c'est un risque très grand qu'on est en train de prendre avec ces monnaies, à les laisser se développer. Et parce que l'alternative, ça serait ce que vous dites, c'est les interdire au moment où ça vaut beaucoup d'argent, tout le monde a beaucoup investi dedans, et ça serait spolier les épargnants finalement. Philippe Herlin, votre conclusion ? J'imagine que ça ne sera pas la même... Moi, je dis le Bitcoin, il ne faut pas uniquement le voir comme quelque chose de spéculatif, parce que sur l'année 2020, si vous avez acheté des actions Tesla, vous auriez plus gagné que si vous avez acheté du Bitcoin. Bon. Donc, mais l'avantage du Bitcoin, c'est que vous achetez aussi votre liberté, vous achetez une indépendance. Vous êtes en dehors du circuit bancaire, en dehors de l'euro, et donc en cas de crise, vous avez une sécurité, il y a au moins cette partie de votre épargne qui est préservée, qui vaudra quelque chose. Donc pour ça que moi je conseille l'investissement dans le Bitcoin, mais uniquement pour le long terme. Il ne faut pas se dire j'achète puis dans 6 mois je vais faire du profit. Non, c'est vraiment du long terme. Et puis il faut prendre le temps de comprendre comment ça fonctionne. De toute façon, n'importe quel investissement, il faut comprendre comment ça fonctionne. Bien sûr. Voilà, et spécialement pour le Bitcoin qui est un peu plus complexe qu'une assurance vie. Mais je conseille l'investissement dans le Bitcoin parce que c'est une sécurité et c'est une indépendance que vous allez acquérir et qui pourra vous protéger en cas de crise. Selon moi, on se dirige vers une crise parce que les planches à billets atteignent un tel niveau que voilà, c'est un système qui n'est pas viable. Voilà. Alors, je suis d'accord avec vous, mais moi je dirais acheter de l'or plutôt parce que le Bitcoin c'est un petit peu trop chaud au niveau spéculation pour vous protéger des crises. Je conseille les deux, l'or et le Bitcoin. Ensuite, suivant son appétence au risque, on en met plus sur l'or ou plus sur le Bitcoin, mais je conseille les deux. Et les actifs réels en général, après immobilier, bon, voilà, juste comme ça, mais or et Bitcoin, voilà, moi j'ai une préférence pour le Bitcoin, mais il faut de l'or aussi parce que c'est plus stable et donc on peut le revendre à un délai plus court. Alors, voilà. Eh ben, on va acheter de l'or et du Bitcoin alors avec cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez appris plein de choses. En attendant, je vous propose dès à présent, si vous ne l'avez pas déjà fait, de cliquer sur le pouce en l'air, de partager cette émission et évidemment de laisser vos commentaires. Merci à tous.